Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, bilan lecture manga, nous allons parler de 4 séries. La première, une série qui sort à la fin du mois avec le tome 1 de DRCL de Shinichi Sakamoto, dans lequel l'auteur revisite l'histoire du comte Dracula. Je te présenterai également le kit presse qui est avec ce tome 1. Ensuite, nous continuerons avec une histoire de romance autour d'un café avec How to Make a Delicious Coffee, avec la lecture du tome 1 qui sort cette fois-ci la semaine prochaine, si tu regardes la vidéo le samedi ou le dimanche où elle sort. Nous parlerons ensuite de, hop là, Taiga, qui va faire un voyage dans le temps et retourner à l'époque des mammouths des Néandertaliens, avec la lecture du tome 1 à 11 de Genesis. Puis nous finirons avec la lecture du tome 1 à 4, c'est-à-dire la série en intégralité, de The Tunnel to Summer, une série dont on a déjà un petit peu parlé au fur et à mesure de sa sortie, et tu vas avoir mon avis complet sur les 4 tomes. J'ai envie de te dire, tout ça et bien plus encore après, n'hésite pas s'il te plaît, si tu n'es pas abonné, à appuyer en bas, ça fait toujours plaisir, ça offre du soutien, à faire un petit commentaire, ça met la vidéo en avant. On va faire de plus en plus, en tout cas cette année, de vidéos lecture, donc n'hésite pas, si tu aimes le format, à me soutenir. Tout ça et bien plus encore après le générique. Et commençons avec DRCL, un manga qui sort à la fin du mois, un nouveau manga de Shinichi Sakamoto, qui a déjà fait Innocent, Innocent Rouge, Ascension, et aussi Né pour cogner, je crois, que le titre. Donc un manga dans lequel il va réinterpréter, c'est important, il ne reprend pas et il n'adapte pas, il réinterprète l'histoire du conte Vlad Tepes l'Empaleur, donc Dracula. Bon, d'ailleurs, je profite aussi, l'auteur sera à la fin du mois, au moment de la sortie de ce bouquin, en France, à Angoulême. Tu pourras le rencontrer, il fait une masterclass, des dédicaces, et il sera également à Paris. De toute façon, je t'écrirai tout ça un petit peu plus tard dans la présentation, ou maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, je te donne les informations. Donc, je te présenterai juste après mon avis, le kit presse, hein, n'oublie pas. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Comme je t'ai dit, c'est une réinterprétation de l'histoire de Dracula. On va en effet partir de Dracula. Dracula arrive en Angleterre et il va rencontrer Mina. Mina est une jeune fille qui est clairement l'héroïne de ce bouquin, qui est elle aussi une vraie réinterprétation. Hein. Ne t'attends pas à retrouver ce que tu as pu lire dans l'œuvre originale ou même dans le film de 92, si je ne dis pas de bêtises. Mina est une jeune fille qui est dans un établissement, il me semble, pour garçons, ou en tout cas qu'il l'était jusqu'à maintenant, où les garçons sont éduqués, une sorte de collège un petit peu huppé. Et c'est difficile pour elle, parce que c'est une époque hein, où clairement, j'ai plus la date, voilà, fin du 19e siècle, une époque où les hommes, surtout les jeunes garçons, se disent que la place de la femme, elle est à la cuisine, tu vois, voilà. Et eux, évidemment, vu qu'on est des hommes, on est plus, tu vois, bon. Donc on va avoir une héroïne qui est un petit peu en avance sur son temps, c'est très agréable. Une jeune fille qui, par exemple, va savoir se défendre en utilisant une technique de lutte, le catch. J'ai pas trouvé ça... Encore une fois, je te le dis, là comme ça tu peux dire « Wow !» Ça passe. Honnêtement, dans le livre, ça passe. Et donc, elle est un peu prise à partie par ses collègues, et il va arriver un grand malheur, un grand fléau, et ce fléau, tu te doutes bien, hein, qui vole, qui se transforme en chauve-souris, et qui a des gros crocs, hein, on va faire simple. T'as compris de qui qu'est-ce donc qu'on parle? Donc, outre... Je profite d'ailleurs pour te dire que le bouquin, moi je l'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont choisi comme... ce que Kyun a choisi comme DA. Tu vois, c'est-à-dire tout noir, avec pas mal de choses mises en rouge brillantes. Ça date du vernis sélectif, je crois bien. Et cet effet un petit peu vieilli sur les tranches. Non, vraiment très sympathique. Donc, si tu connais l'auteur,
tu sais qu'il dessine divinement bien, que son dessin est honnêtement fait pour ce genre d'histoire, à cette période-là, avec ce type de créature. Littéralement. Quand tu lis Innocent, tu te dis, c'est clairement, vivement, pourvu qu'un jour il adapte ça. C'est pour ça que j'avais soif, tu vois, de découvrir ce livre. C'est pour ça que je suis très content de l'avoir lu. Bon. On va faire simple. En termes de dessin, c'est un sans faute. Voilà. Il était fait pour ça, c'est magnifique. Je mets une pause et 3 petits points parce que je vais passer à autre chose, mais il faut vraiment le dire. Son dessin est fait pour ça. Vraiment. Je reparle d'Innocent un petit peu parce que ça va me servir de base. Donc là, il y a 2 personnes parmi vous, ceux qui ont lu Innocent, ceux qui ne l'ont pas lu. Pour faire simple, si vous les avez lus Innocent, Innocent a des forces et des faiblesses, on les retrouve là-dedans. En tout cas, des spécificités, même si on ne dit pas faiblesse. Si vous ne l'avez pas lu, je vais essayer de vous expliquer. Innocent, très bien dessiné, mais parfois, ou si tu enlèves le mais, parfois, l'auteur rentre dans certains, comment est-ce que je pourrais dire, dans certaines envolées lyriques dessinées. Par exemple, pour ne pas te spoiler là-dedans, à un moment, hop là, le livre va y tomber. Donc, par exemple, à un moment, dans Innocent, où on parle d'un bourreau à Paris, il y a une exécution, et un homme qui va être exécuté, à un moment, voit plein d'angelots descendre du ciel avec de la lumière, limite t'entends la musique. Parfois, il y a ce genre d'envolée dans des RCL, où les personnages vont s'imaginer quelque chose d'un petit peu, tu vois, un petit peu haut en couleur, et tu vas avoir une page, ou une double page, où c'est dessiné. Je sais que ça peut parfois sortir certains un petit peu de l'univers. Tu as des phases qui sont très sombres, très dark, comme au début, on a la phase du bateau. Ah, la phase du bateau, elle est excellentissime, hein. Encore une fois, un bateau, un cercueil, un long voyage, je te laisse imaginer plein de bonnes choses. On a aussi donc un groupe de personnages qu'on va suivre, mais Mina en est l'héroïne principale. Elle va être accompagnée de de plusieurs garçons. Oui, parce qu'on va avoir un de ces garçons qui est un petit peu... comment est-ce que je pourrais dire? La journée, c'est Luc, et la nuit venue, il se sent un peu plus Lucie. Je te le dis aussi, encore une fois, mon objectif n'est pas de te spoiler, mais de te prévenir, parce que si ça te dérange pas, c'est parfait. Peut-être que certains peuvent dire « Ah, moi, voir ce genre de choses, voilà, nos jugements, je préviens. » Une bonne lecture, mais, encore une fois, l'auteur nous amène dans son univers, il réinterprète. Et ça, si vous n'avez pas aimé Innocent, je pense qu'il faut que vous passiez votre chemin. Parce que ça en a les forces et les caractéristiques. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Encore une fois, les dessins sont magnifiques. Il y a vraiment une très bonne ambiance. On voit qu'il va avoir l'alliance de ce groupe-là, donc de Mina, plus les autres personnages, les autres jeunes, qui vont sûrement se lier contre le grand fléau. Certains autres personnages vont sûrement être aussi contaminés par la malédiction, hein, des enfants de la nuit. Un manga atypique qui donne ce qu'il promet, une ambiance gothique, du vampire, mais qui donne un petit peu plus. Voilà, pour des RCL. Et maintenant, passons au kit presse. Bon, Kyun et les kits presse, on le sait très bien, ils sont forts à ça, ils sont très très forts. Et j'étais assez surpris d'ailleurs de voir la taille du kit presse. Donc pour l'instant là, je te montre la boîte. Alors pourquoi la taille? Parce que on est habitué à avoir des kits presse, habitué. En tout cas, j'en ai vu plusieurs de Kyun. J'en ai reçu un, et préalablement avant de faire YouTube, j'en ai acheté plusieurs. Ils sont en général un petit peu plus grands. Donc là, j'étais un petit peu surpris par la taille. Mais tu sais ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Déjà, avant de passer à l'intérieur, j'ai envie de te dire, regardons la boîte. Je te l'ouvre. À l'intérieur, rien de spécial. Par contre, l'extérieur. Je le redis encore une fois, je te l'avais dit la dernière fois, les gens de Kyun sont très très bons pour designer des produits. Ils sont très forts. Je dis des produits, que ce soit des kits presse, des goodies, ils sont très forts. Ça, c'est l'extérieur de la boîte, tu vois. Et l'extérieur de la boîte, je te montre. Je referme la boîte, ça sera mieux pour toi, mieux pour moi, surtout pour présenter.
Voilà. Regarde, j'essaie de te montrer ça bien. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, j'aime pas celui-là, je préfère l'autre côté? Bon, t'as compris. Voilà. Mais je trouve ça vraiment, vraiment... Ah, c'est... Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Rien que pour ça, ils sont très forts. Donc là, t'as presque tous les personnages, il en manque un. Mais déjà, ça en décoration, c'est génial. Mais c'est pas tout, il y a aussi des choses à l'intérieur, je te montre ça. Tu vas avoir 3 éléments. Premier élément, un petit... Bah, c'est un pins, un badge, voilà. Alors, dans son plastique, j'espère, hop là, que tu le vois bien ici, je vais tenter de faire comme ça. Donc, il représente une créature que tu pourras voir, évidemment, dans le manga, avec une grande créature, la lune, des grandes ailes, un petit peu, c'est ce que je t'expliquais parfois sur les envolées lyriques, c'est-à-dire que là, on a des ailes très... comment est-ce que je pourrais dire ça? Très colorées. Alors évidemment, t'as pas les couleurs dans le manga, mais on voit que c'est très spécifique. En tout cas, déjà, première chose sympathique. Seconde chose, le dossier presse. Je t'avais déjà parlé du dossier presse d'Akane Banashi qui était dans le kit presse, et j'avais trouvé ça très ingénieux. Encore une fois, tu imagines... Alors attends, ça devrait passer, voilà, comme ça. Donc, le découpage, tu vois la forme. Hein. La forme, tu comprends que déjà, hein, on est gothique. Et je trouve ça magnifique, parce que quand tu l'ouvres, évidemment derrière, une très belle illustration. Et à l'intérieur, quand tu déplies... Alors attention de ne pas trop montrer de choses. Alors quand je dis pas trop montrer de choses, hein, c'est le numéro de téléphone, etc. Tu as tout le... Hop là, excuse-moi. Tu as tout le dossier presse à l'intérieur, et normalement, ce que je t'ai montré, il n'y a pas de souci. Voilà. Le prix de vente, le nombre de pages, 246, c'est plus précis. Ils expliquent un petit peu comment l'auteur a eu l'idée, ils expliquent un petit peu ce qui est à l'intérieur du livre, et ils précisent également quand c'est que l'auteur viendra en France. Donc ça, dossier presse, très sympathique, c'était la deuxième chose. Et pour finir, hop là, un petit présentoir. Alors, je veux pas m'avancer, mais pour Akane Banashi, je regarde ce que le kit presse est là-haut, pour Akane Banashi, il y avait des choses qui étaient dans le kit presse qui ont fini également en goodies. Je vous souhaite que des choses-là finissent en goodies aussi, pourquoi pas. Donc on a donc le présentoir qui est ici, tu vois qu'à l'arrière, hein, il y a ce qu'il faut pour le poser. Avec ici un cadrage en mode tableau. Et alors je crois qu'ils appellent ça lenticulaire, si je dis pas de bêtises. En gros, tu vois, normalement, t'as Mina et un autre personnage qui disparaît, si je fais bien, et si ça marche bien, à la caméra. Ouais, mais sinon, au cas où, il y a un personnage qui disparaît. Voilà. C'est en fonction de comment tu regardes. Et on est bon pour le kit presse. Et on va parler maintenant d'une série qui sort la semaine prochaine, et c'est How to Make Delicious Coffee. Ouais, je sais, j'ai un accent de folie. Donc, là-dedans, bah, c'est du slice of life et de la romance. Donc, ce premier tome sort la semaine prochaine, et quand je l'ai ouvert, ce qui m'a marqué tout de suite, une autre page, s'il vous plaît, voilà, ça c'est une très bonne page, je me suis dit, ah, il y a de la couleur partout, toutes les pages. J'aime pas, ça fait webtoon. Je n'aime pas, je lis pas de webtoon, rien contre les webtoons, hein, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Littéralement, je n'accroche pas. Mais là, après quelques pages, ça m'a pas dérangé. Parce que les couleurs ne sont pas extrêmement flash. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé au final que c'était plutôt agréable. Donc ça ne m'a pas convaincu que tous les mangas doivent être en couleur, mais je suis allé jusqu'à la fin de ma lecture de ce tome 1 sans aucun souci. Alors, nous allons parler de notre héros, notre protagoniste dans ce tome 1, qui est Katsutoshi Izumi. Et Katsutoshi, bah, il va se retrouver avec son père qui va être muté. Et lui va devoir... Enfin, il dit oh, « moi je viens pas avec toi, je continue mes études, je reste ici. » Pour que ça puisse se passer, il va se retrouver à vivre avec son cousin et sa cousine. Et majoritairement, la personne qui va nous intéresser des deux, c'est sa cousine, Karen. Oui, alors parce que son père est muté à Londres, donc on suppose que tu comprends. Bon, cherche pas à comprendre, elle s'appelle Karen. Donc, oh, tu me diras, son cousin, il s'appelle Joe.
Bon, Karen et Joe. Donc, évidemment, là, c'est Karen. Alors, évidemment, Karen est très jolie, il va très bien s'entendre... Enfin, c'est pas très bien s'entendre avec elle. Il va découvrir ce que c'est que la vie avec une jeune femme sympathique, pleine de vie, elle est un peu plus âgée. Et là, je me suis dit... Mais c'est sa cousine, quand même. Alors attention, hein, il dit rien ouvertement. Mais alors oui, hein, c'est bien, il la trouve indépendante, il trouve qu'elle est... Comment dire, qu'elle est douée pour certaines choses, pas pour d'autres, et que c'est... ça le touche. Je me suis dit, mais... sa cousine, quand même. Bon, non, je dois pas... Non, non, Ed, ne pense pas à ça. Ah, vilain Ed. Bon, finalement, c'est intéressant, parce que il va se rendre compte que sa cousine, finalement, bah, elle est prof. Elle va faire son premier jour dans le lycée où il est, donc il va un peu plus la côtoyer, mais il va pas vraiment dire que c'est sa cousine, donc les gens vont lui parler d'elle. Il va découvrir que, à première vue, peut-être qu'elle fait des choses en dehors du... Alors, en tout bien tout honneur, hein, mais en tout cas qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle fait comme activité, donc il va vouloir un petit peu savoir comment ça se fait, etc., l'aider. Est-ce qu'elle a des problèmes, est-ce qu'elle a pas de problèmes? Mais il a l'air de bien aimer sa cousine, quand même. Mais non, 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 non. C'est sa cousine. Je me suis dit, non, Ed, arrête de penser à ça. Ce n'est pas possible. Bon. Un autre personnage qui va aussi être mis en avant, c'est la personne qui fait les cafés, et puis on va se rendre compte, bon, bah, que... c'est un bel homme, un peu plus jeu, qui peut-être correspondrait mieux à Karen, tu vois. Et... notre héros, ça a l'air de l'embêter. Mais c'est sa cousine, quand même. Attends. Bon. J'ai lu le bouquin, et à un moment, je me suis dit quand même... il a l'air de beaucoup tenir à sa cousine, tu vois, et de mettre en avant... Alors attention. Bon, il aime sa cousine. Mais... c'est pas un spoil. À la fin de ce tome 1, on se rend compte que... il nous est révélé quelque chose... qui fait que ce n'est pas sale. Enfin... bon. En vrai... j'aurais aimé que ce soit... dès le départ, on nous donne cette information-là. Ce qui fait que j'aurais pas passé toute ma lecture à me dire, mais c'est sa cousine. Puis moi, j'ai pensé à mes cousines à moi, tu vois. Non. Je sais pas quoi dire de plus. Ce n'est pas... à la fin, ce n'est pas sale. J'aurais pas mieux. J'aurais pas mieux. Parlons maintenant de ma lecture du tome 1 à 11. Ce n'est pas sale. Parlons maintenant de ma lecture du tome 1 à 11 de Genesis de Kujimori. Alors, est-ce que tu connais Kujimori? J'ai entendu des oui, j'ai entendu des non. J'ai entendu des gens qui mangent leurs Chocopops. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Kujimori... il a aussi fait Holy Land, un manga sur la bagarre, la boxe, bagarre de rue. Et c'est aussi celui qui a repris, ici, la Berserk, parce qu'il était ami avec l'auteur. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Genesis. Dans Genesis, notre héros, Taiga, va être... il est en voyage, puisqu'il est anthropologue de mémoire, il fait des études d'anthropologie avec des amis. Il est en voyage en Australie, il rentre dans une grotte, il voit des très jolies peintures, assez vieilles, évidemment, de l'époque préhistorique. Tremblement de terre, ils sortent, la caverne s'écroule, et là, bah, ils reconnaissent plus du tout l'endroit. C'est quand ils vont commencer à voir des tigres à dents de sabre et des mammouths qu'ils vont se dire « On n'est peut-être pas en Australie !» ni à l'époque dans laquelle on est parti. Ça, c'est le postulat de départ. Dans le tome 1, ça se passe assez vite. Pendant ces 11 tomes, bah, en vérité, on va petit à petit voir la progression
déjà de Taiga dans cet univers, et évidemment, on va dire, bah, par exemple, telle personne... Alors, c'est intéressant déjà qu'ils soient en groupe, parce que, même si ça reste tous des personnages secondaires, on va quand même régulièrement faire un petit point sur eux, sur comment ils évoluent, comment ils vivent la chose, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, par exemple, bah, du fait de combattre, parce qu'il va falloir que je parle du combat, tu vas voir. Est-ce qu'il faut changer ou non les choses? Est-ce que les gens qu'ils vont rencontrer, parce qu'il y a des rencontres, est-ce qu'ils vont devoir faire très attention aux interactions, de peur de changer le futur ou non? Tu vois, c'est vraiment ce genre de réflexion. Alors, évidemment, ce qui est super intéressant, et ça tu le vois encore une fois dans le tome 1, c'est qu'en fait, ils arrivent à un moment où tu as, d'un côté, les Néandertaliens, qui sont en friction, voire en guerre ouverte, il faut l'avouer, avec les Homo sapiens. Arrive-t-il au milieu d'un passage de témoins de deux, de deux types d'humains qui s'affrontent? Eh bien oui. Ils vont... Et ça va casser des bouches, je te le dis. Alors, au départ, on n'est pas dans un manga que de baston, c'est ça qui est intéressant. On va voir un tout petit peu de survie, un petit peu de prise de contact, de comment vivent les gens à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que là, non, là on n'a pas le personnage, il y a un personnage en particulier que je vais te montrer. En gros, Taiga rencontre une jeune femme qui va aider, avec qui il va très bien s'entendre, donc une jeune Homo sapiens. Et c'est intéressant parce que, quand elle parle, ce qui est écrit dans les bulles, tu ne le comprends pas non plus. Et c'est ça qui est intéressant. L'auteur s'est inspiré d'un langage africain. Et l'auteur a fait ce choix, et c'est un très bon choix. Parce qu'au final, Taiga ne la comprend pas, et nous non plus. Donc là, c'est le problème de communication. Et donc, le personnage... Les personnages vont essayer de se comprendre autrement, et cet autrement, tu en es témoin. Et c'est vraiment très intéressant. Donc on va voir un petit peu des phases d'adaptation, que ce soit avec les Homo sapiens, un petit peu découvrir leurs coutumes, un petit peu d'intégration. Hein. Encore une fois, j'essaie d'y aller très doucement sur le spoil, mais évidemment, il va y avoir cette phase d'intégration, d'apprentissage, de gain de la confiance, et ils vont à un moment, d'une manière ou d'une autre, devoir prendre parti dans cette guerre ouverte. Ce qui est très particulier, dans Genesis, mais aussi dans Manchuria Opium Squad, que j'ai lu aussi les 10 premiers tomes, je crois, ou ouais. Il n'y a que le dernier tome qui est sorti ou qui va sortir que j'ai pas lu. C'est qu'en fait, vraiment, les couvertures te disent tout ce qui se passe dans le livre. Donc, je te donne un exemple. Je t'ai pris le tome 7, 8 et 9. Parce que je veux parler d'un truc en particulier. Donc, dans le tome 7, comme tu vois la couverture, ben... il va y avoir la bagarre. Tu vois? C'est une scène forte. Dans le tome 8... je te laisse deviner quelle va être la scène forte. Parce que Taiga est vraiment, on va dire, sa capacité principale, ça va être l'adaptation. Il va... comment est-ce que je pourrais dire? Utiliser des connaissances qu'a acquises l'homme au fur et à mesure des millénaires, des choses qu'on peut savoir. Par exemple, est-ce qu'on saurait, nous, en gros, avoir... en gros, hein, évidemment, comment dresser un chien, par exemple. À l'époque, là où ils sont, le dressage, ça n'existe pas. Et les chiens, il n'y en a pas encore. Est-ce qu'il va tenter de l'appliquer à certaines choses? Vraisemblablement. Mais pour moi, le tournant de ce livre est quelque chose qui a pu, je pense, en rebuter certains. C'est à partir de ce tome 9 ou dans ces eaux-là. Je te montre la couverture, encore une fois, hein, je dis rien. Si ça va durer 5 secondes, si tu veux pas être spoilé, enlève les yeux. Voilà, tu peux les rouvrir. Et là, tu te dis, wow, qu'est-ce que quoi? Pourquoi donc? C'est ce que je me suis dit au départ en voyant cette jaquette. Je me suis dit, mais attends, il y a d'autres personnes avec eux qui... bah oui, si eux ils sont là, pourquoi il n'y aura pas d'autres personnes? Et en vérité, je te le dis, l'auteur a très bien fait sa popote. Leur arrivée, bah c'est comme eux, hein, tu sais pas ni pourquoi ni comment, mais au final... c'est super intéressant, parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se sont passées peut-être un peu plus tôt
que tu comprends grâce à ça. Très bien. J'avais peur que ce soit un élément, si tu veux, un moment où l'auteur se dit je sais plus quoi mettre, je vais mettre un élément fort pour redynamiser. Eh bien non, je n'en ai pas l'impression. Je pense que c'était prévu dès le départ. Et que c'est un élément important de l'histoire qui est intégrante. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ce qui m'a aussi marqué, dans Genesis, hop, je prends le dernier tome, le tome 11. Tu vois ce qui se passe, hein. Voilà. C'est qu'en fait, à la fin de ce tome-là, on dit, bah voilà, on est arrivé à la fin de la première partie. Je dis, ah bon, il y a des parties explique-moi, parce je crois qu'on est à jour sur la publication japonaise. Taiga, on est arrivé là. Et tu te dis, oui, c'est vrai, il s'est passé des choses, le groupe a évolué, les gens ont vécu des choses, et parfois les gens vivent des choses très dures. Encore une fois, être un homme ou une femme moderne dans cette époque-là, c'est pas simple. Il peut y avoir des choses très difficiles. Et tu te dis d'accord. Et l'auteur te dit, voilà, socialement, Taiga en est à peu près là, bah maintenant on passe au deuxième arc, ça va être l'histoire de ça. Toujours ressemblant de Taiga. Et je me suis dit, ok, Monsieur Kujimori, tu avais prévu beaucoup de choses, très bien, je respecte totalement ça, c'était très agréable, très sympathique, et c'est vrai que au départ, j'avais un petit peu, comme les personnages, l'impression de mettre les pieds dans une histoire où je ne comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi, où je me demandais si tout était bien pensé. La réponse est oui. Sympathique, vraiment. Genesis, je continuerai avec très grand plaisir. Et maintenant, parlons du tome 1, 2, 3, 4, donc série complète de The Tunnel to Summer, avec un nom un petit peu plus à rallonge, The Exit of Goodbyes Ultramarine. Nom très court, ça passe. Bon, je vais te redire rapidement ce que je t'avais dit pendant l'achat manga. Le dernier, puisque j'en ai parlé très brièvement. Donc, dessin vraiment au top. J'ai beaucoup aimé les dessins. Et quand j'ai lu le tome 4, je me suis dit, ouais, je sens qu'il est fort, ce tome, mais je sais pas, je suis pas enjaillé comme je le devrais. Donc je me suis dit, hop hop hop, si c'est moi le problème, relisons le tome 1, 2, 3, puis relisons le 4, et ça a mieux marché sur moi. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'histoire en one-shot, j'en ai beaucoup mieux profité. Parce qu'au final, j'avais tous les éléments, je ne les ai pas oubliés, j'ai pu vivre l'histoire... Il y a une notion de temps dans ce livre. J'ai pu vivre l'histoire en prenant... comment est-ce que je pourrais dire? Non, vraiment comme un film, en fait, tu vois. Si ça, c'était un film, bah, c'est vrai que si je l'avais coupé en 4 parties, bah, je serais sorti du truc. Là, pas du tout. Donc, l'histoire, pour ceux qui n'étaient pas là, nous allons suivre notre héros qui s'appelle, Kaoru. Kaoru, il habite dans une petite ville de campagne, et il tombe sur un tunnel. Et il sait qu'il y a une légende urbaine qui dit que quand tu rentres dans ce tunnel, tu pourras avoir tout ce que tu veux, or, richesse, blablabla, mais quand tu ressors, tu es vieux. Ça, c'est l'histoire qu'il a entendue. Il va rentrer dans le tunnel. Il va voir que c'est pas tout à fait ça. Mais qu'il y a quand même des choses assez perturbantes. C'est quelqu'un qui a eu une histoire, assez particulière. Il a perdu sa petite sœur qui s'appelle Karen. Comme dans le truc du café. Tiens, encore une Karen. Bon. Et dans ce tunnel, sa petite sœur qui est décédée, il a l'impression que s'il va très très loin, plus loin, il peut peut-être la revoir. Je reste un peu vague et flou. Mais il n'a pas le loisir de pouvoir s'enfoncer autant qu'il veut dans le tunnel. Il va rencontrer une autre personne. Est-ce que là j'ai le nom? Pas du tout, c'est pas grave. Une autre jeune fille, c'est celle qui est justement sur cette jaquette. Et on va la découvrir, ça va être extrêmement intéressant. On va s'intéresser aussi au tunnel. On va rencontrer d'autres personnages qui sont pas obligatoirement des gens très sympathiques. Parce qu'évidemment, ils sont tous lycéens. Et tout ça, il va se passer vraiment plein de choses. Et j'avais pendant un moment l'impression que l'histoire du tunnel était un peu mise de côté, quand j'ai lu au fur et à mesure, mais quand j'ai tout relu d'un coup, en fait non, tout simplement, oui, le tunnel est important, ils veulent essayer plein de choses, ils veulent le voir plusieurs fois, etc., etc., mais
La notion du temps est primordiale dans ce manga. Elle est extrêmement bien gérée. On a une vraie histoire de A à Z qui était merveilleusement écrite. C'est touchant, c'est beau. Je trouve pas ça cuculapraline pour, entre guillemets, un peu schématiser. Il y a des très bons moments, il y a des moments difficiles, il y a des moments de renoncement, il y a des moments d'abnégation, il y a des moments de profonde affection, voire d'amour. Parce que oui, c'est une histoire de romance, c'est une histoire de deuil, c'est une histoire... c'est une histoire de beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a une série ou un live action, je te mettrai ça. En tout cas, autre chose à part le bouquin qui existe, avec une fin qui est un peu différente de ce qu'on a... J'avais vu des vidéos de Sullivan Rouault, le patron de Mangetsu, maison d'édition, qui en parlait. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé lire, que j'ai fait lire à madame, elle l'a beaucoup apprécié également. C'est touchant de voir... Vraiment touchant de voir l'avancement au fur et à mesure des tomes, des personnages à l'intérieur, parce qu'ils évoluent. Et parfois, quand tu fais certaines lectures, tu te dis, ils ont évolué trop vite, ou je suis pas touché. Là, avec encore une fois cette notion de temps, l'évolution est très bien maîtrisée, c'est un excellentissime manga. Qu'est-ce qui se passe dans ce tunnel? Qu'est-ce qu'il va y trouver? Est-ce qu'ils y trouvent, avec des S, enfin avec des S, t'as compris, au pluriel, est-ce qu'ils y trouvent des réponses? Est-ce qu'ils trouvent les réponses qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils vont arriver à leurs objectifs ou non? Au final, en ont-ils vraiment? Qui vont-ils devenir? Au top. Et voilà, pour moi, c'était comme d'habitude un plaisir. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. On se retrouve bientôt. C'était Ed le Fou. J'ai envie de te dire, ciao, bye bye.